jalonnée par des siècles de rivalité et de guerre. Et par 34 km de pleine mer redoutable. L'idée était radicale. Construire un tunnel pour les relier, environ 100 mètres sous le fond sablonneux. L'enjeu, des milliards d'euros et les vies de 8000 foreurs. Si l'opération était menée à bien, cela deviendrait le plus long tunnel jamais creusé sous la mer. Mais de terribles inondations, un incendie effroyable et un désastre financier ont fait rimer tunnel avec catastrophe dès le départ. Ce train effectue un trajet extraordinaire qui va le conduire sous la surface de la Terre à travers un des ouvrages les plus gigantesques que l'homme ait jamais construit. Les ingénieurs l'appellent l'une des 7 merveilles du monde moderne. Il a fallu 7 ans pour construire le tunnel sous la Manche, qui a englouti 1 million de tonnes de béton, assez pour construire 3 fois l'Empire State Building. L'Europe, la Grande-Bretagne et la France. Depuis que les glaciers de l'ère glaciaire ont fondu il y a 13 000 ans, les deux pays sont séparés par cette vaste étendue d'eau, la Manche, large de 34 km. Les deux nations ont été en guerre pendant des centaines d'années jusqu'au siècle dernier. Pour beaucoup, de part et d'autre de la Manche, on en est encore à « je t'aime, moi non plus ». C'est dire si l'idée d'un tunnel qui relierait ces deux ennemis jurés a suscité la polémique. Mais l'espoir d'un boom économique entre les deux pays a été le plus fort. En 1986, le Premier ministre anglais Margaret Thatcher et le président François Mitterrand se sont mis d'accord pour construire le tunnel sous la Manche. Mais le financement des 4,5 milliards d'euros nécessaires au projet est confié au secteur privé. Décembre 1987. Le percement du tunnel commence. Deux armées de foreurs, fortes de 4000 hommes chacune, descendent sous terre. L'une française, l'autre britannique. Chaque équipe creuse depuis sa côte respective. Qui sera la première à atteindre le point de jonction sous la Manche? Du côté britannique, les foreurs avaient déjà participé à des projets souterrains dans le monde entier. Ils se surnommaient les Tigres du tunnel et abattaient du travail grâce à leur esprit d'équipe. Les armées composées d'un seul homme ne vont pas bien loin. Il faut être une bonne petite équipe pour venir à bout d'une chose pareille. Le maître d'œuvre et l'ingénieur en chef, Gordon Creighton. On avait une équipe totalement préparée pour mener le travail à bien. Du côté français, les foreurs avaient été recrutés et formés au niveau local. C'est la première fois que nous réaliserons dans de telles conditions un tel ouvrage, et tout le monde est fier d'être arrivé. Le commandant en chef des troupes françaises était Laurent Leblanc. Pouvoir être dans cette situation de travailler sur un projet aussi passionnant, aussi gigantesque, et ça c'est absolument formidable. Le tunnel sous la Manche devait être 2 fois plus long que tout autre tunnel du même type jamais construit. Les foreurs avaient une immense tâche à accomplir. Ils devaient creuser 2 tunnels ferroviaires principaux, ainsi qu'une galerie de service centrale aussi large qu'une autoroute à 4 voies. 245 rameaux de communication, les futurs issues de secours en cas de scénario catastrophe, incendie ou accident. Au-dessus des tunnels, des conduits d'aération pour évacuer l'air pressurisé provoqué par la vitesse des trains. Et d'immenses traversées-jonctions pour permettre aux trains de passer d'un tunnel à l'autre pour entretien. En tout, 153 km de tunnels devront être creusés. En se mettant au travail, les foreurs étaient conscients de l'immense tâche à accomplir et du réel danger qu'ils allaient devoir affronter.
Au-dessus de leur tête, 100 mètres d'eau de mer et de fond rocheux. Tous les jours, on se demandait où on allait. Il n'y avait qu'une seule issue pour entrer ou pour sortir. Le poids supporté par chaque mètre carré de tunnel était l'équivalent de 2 Boeing 737. C'était bruyant. Et il faisait chaud. On se disait dans quoi je me suis embarqué. Face à ces fantassins souterrains, un mur de terre et de cailloux de 17 millions de tonnes. Pas un endroit pour les claustrophobes. Les hommes devaient aller au bout de leurs limites, mais la technologie allait être au cœur du travail. Creuser un tunnel est assez simple. Vous creusez un trou et vous le consolidez avec des poutres. Vous pouvez également creuser une tranchée, construire votre tunnel à l'intérieur et la recouvrir. Mais le tunnel sous la Manche était si long et si profond qu'il nécessitait une approche toute nouvelle et des machines à la hauteur de sa démesure. Voici les tunneliers, aussi appelés TBM. Ces monstres souterrains étaient le fer de lance du percement du tunnel sous la Manche. Ils faisaient 200 mètres de long, l'équivalent de 2 terrains de foot, pesaient plus de 1000 tonnes chacun, l'équivalent de 2 destroyers de la Seconde Guerre mondiale. Et ils étaient 2 fois plus larges qu'un tank. Et pourtant, comme l'explique Gordon Creighton, leur fonctionnement est étonnamment simple. Imaginez que c'est le fond de la Manche. L'engin effectue une rotation sous le fond de la mer et en tournant, la terre extraite est rejetée vers l'arrière et remontée à la surface pour être jetée. D'autre part, en tournant, il appose une dalle de béton qui servira de revêtement. L'expert en tunnel Brendan Reilly savait à quel point les TBM jouaient un rôle essentiel. La machine est une sorte de mini-usine. Elle a l'eau et l'électricité. Il y a un atelier au sein de la machine en cas de réparation. En gros, elle se suffit à elle-même. Elle a tout ce qu'il lui faut. 12 machines de ce type, françaises et britanniques, ont creusé les tunnels 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les lames en fer forgé découpaient 10 tonnes de roches à chaque rotation. Les plus grosses ont coûté 15 millions d'euros chacune. Mais comme elles avaient été conçues pour cette unique tâche, à la fin, elles seraient détruites. L'issue de la course entre les foreurs français et britanniques allait dépendre de la vitesse de progression de leurs engins respectifs. Les Britanniques avaient les TBM les plus rapides. Ils dévoraient 75 mètres, soit 36 000 tonnes de roches par jour. Les machines françaises étaient plus lentes de 25%, mais elles avaient un avantage clé. Leurs lames tranchantes étaient protégées par un revêtement imperméable qui leur permettait d'accomplir leur tâche sans craindre la roche détrempée. À un mois du début, la terre demeurant bien sèche, les TBM anglais plus rapides prenaient de l'avance. Chaque jour, des centaines de dalles de béton formaient le toit du tunnel au fur et à mesure de son percement. Elles étaient aussi grandes qu'une voiture familiale et 3 fois plus lourdes. Ce n'est pas du béton ordinaire. Conçu spécialement pour l'occasion, il est à base de granit, plus résistant que ce qui est utilisé pour construire les réacteurs nucléaires. Les puissants bras hydrauliques des tunneliers mettent les dalles en place, lesquelles forment le mur du tunnel. Il faut constamment approvisionner les TBM en dalles et avancer. L'ingénieur en chef Creighton savait que le temps était compté. Et avec 1,9 milliard d'euros provenant du secteur privé, impossible de demander l'aide du gouvernement. Le tunnel revenant à 1,5 million d'euros par jour, chaque heure qui dépasse le délai prévu est facturée 61 000 euros.
En janvier 1988, la course anglo-française battait son plein. Mais les Anglais étaient toujours en tête. Sous terre, la rivalité aidant, les foreurs sont dans les temps. Mais ce n'est pas qu'une question de vitesse. Pour réussir, les deux tunnels ne doivent pas dévier de leur cap. S'ils déroutent, des vies pourraient être en danger. Cette idée suffirait à décourager le plus audacieux des ingénieurs. Le tunnel sous la Manche, le plus long tunnel sous la mer jamais creusé au monde. Les deux équipes rivales, parties de leurs côtes respectives, ont pour objectif de se rejoindre à mi-chemin sous la Manche. Les foreurs n'avaient qu'une idée en tête, arriver les premiers. Mais les ingénieurs, eux, ne craignaient qu'une chose, que les deux tunnels ne se rejoignent pas. Si les deux tunnels rataient leur trajectoire, il aurait fallu corriger le cap au dernier moment, c'est-à-dire créer des virages. Or, les trains à grande vitesse qui allaient parcourir le tunnel devaient suivre une ligne droite pour circuler en toute sécurité. La marge d'erreur était très étroite. Les tunnels ne pouvaient pas dévier de plus de 2,5 mètres. Il était hors de question de se dérouter. Mais des vies étaient en jeu également. Si les perceuses géantes déviaient, elles risquaient de heurter de la terre gorgée d'eau. Le résultat pouvait être désastreux. Une inondation, ou pire, l'écroulement du tunnel. Il fallait à tout prix que les tunneliers suivent un parcours sûr et précis. Il fallait donc organiser une observation souterraine sur une longueur inouïe. Revenons à août 1986, 18 mois avant la mise en route du chantier. Quand le géomètre Eric Radcliffe a dû tracer la trajectoire du tunnel, il savait que le défi à relever était colossal. On voit la France là-bas, c'est la côte française. Et il fallait que le tunnel parcourt toute cette distance en ligne droite sur 38 km. D'ici, ça paraît facile, mais en fait, c'est très long. Prévoir une trajectoire précise sur une telle distance sous terre est un véritable casse-tête pour un géomètre. Les normes d'observations habituelles ne marchent pas pour les tunnels. En général, les géomètres mesurent toute une série d'angles à différents points de contrôle le long du parcours. C'est une question de géométrie. Sur Terre, avec une visibilité à 360 degrés, prévoir une trajectoire est une tâche assez facile. Eric Radcliffe explique la différence. Une route est facilement repérable. Tous les points de contrôle, à partir desquels on détermine la trajectoire, sont visibles du début à la fin. Sous terre, ça se complique. Les géomètres n'ont devant eux qu'un mur de roche. Ils ne peuvent pas voir plus avant pour établir la trajectoire. Dans un tunnel, vous faites vos observations à l'arrière de la construction. Les routes ont un avantage supplémentaire. Comme ce sont des bandes de terre plate, elles ne peuvent dévier que dans deux sens. La gauche ou la droite. Un tunnel occupe un espace tridimensionnel. Il peut dévier vers la gauche ou la droite, mais aussi vers le haut et le bas. Les deux moitiés du tunnel sous la Manche pouvaient rater leur rencontre en déviant dans 4 directions différentes. C'est un peu comme si on demandait à un golfeur de mettre la balle dans le trou, les yeux bandés, à 34 km. Pour que le tunnel garde son cap, les géomètres durent utiliser une arme secrète, la géologie. Le tunnel allait traverser sous le lit de la mer des couches de terre et de roches de consistance très différentes.
Les géologues devaient identifier une strate présente tout le long du lit de la Manche. Cette strate permettait de déterminer un tracé qui serait suivi par les foreurs français et britanniques. Mais il fallait que ce soit un type de roche qui permette le percement d'un tunnel. Le géophysicien Jean-Luc Deseine était chargé d'identifier la couche rocheuse idéale. Du côté français de la Manche, il commença ses recherches. Cette roche devra être imperméable pour résister aux inondations et assez compacte pour ne pas s'effriter au moment du forage. C'est dans ces falaises que Deseine trouve son bonheur. L'eau coulait le long de cette bande rocheuse sans y pénétrer. Elle n'était donc pas perméable. C'est une roche molle, imperméable, donc pas d'eau dans le tunnel. C'est une situation parfaite pour creuser un tunnel. C'est de la craie bleue. C'est une chose d'identifier la roche idéale. C'en était une autre de connaître sa trajectoire. Les géologues creusèrent des trous de sonde dans le lit de la mer et lancèrent des sondes qui envoyaient des ondes sonores très profondément. L'objectif était de mesurer les variations de vitesse des ondes sonores au moment où elles traversaient les différents sédiments. Cela paraît simple, mais ça ne l'est pas. Tracer la trajectoire de la craie bleue signifie creuser 12 trous de sonde dans la Manche, une tâche difficile étant donné l'intensité du trafic transmanche. Il y a beaucoup de ferries, des marées, des vagues. Il est donc difficile de mener à bien des recherches poussées. Les géologues conclurent que la craie bleue permettrait de tracer une trajectoire viable à travers la Manche. S'ils se trompaient et que les foreuses s'écartaient de la strate sédimentaire imperméable, elles risquaient de s'enfoncer dans de la roche détrempée. Les conséquences seraient terribles, inondation ou écroulement du tunnel. Printemps 1988, cela fait 3 mois que l'on creuse le tunnel. Les foreuses se frayent un chemin à travers la roche et s'enfoncent de plus en plus profondément sous terre. Se dressant entre les foreuses et les risques d'inondation, le système d'orientation laser des TBM. L'orientation laser est souvent utilisée pour que des structures à l'air libre, comme les routes, ne dévient pas. Sous terre, il fallait faire preuve de plus d'imagination. Au lieu de regarder vers l'avant pour savoir où ils allaient, les tunneliers regardaient derrière eux pour voir quel chemin ils avaient parcouru. Des faisceaux laser couraient en permanence le long du tunnel jusqu'au point de départ pour le comparer au nouvel emplacement des foreuses. Puis les ordinateurs vérifiaient si ces données correspondaient aux prévisions des géologues. Pour le foreur Brendan Reilly, le système d'orientation laser était un des éléments les plus impressionnants des TBM. Le laser enregistre les mouvements de la machine et indique si elle se déplace vers la droite, la gauche, le haut ou le bas. Il transmet l'information à l'ordinateur qui la compare avec ses propres données, c'est-à-dire l'endroit où la machine devrait être à cet instant précis. Et il la transmet au conducteur pour que celui-ci sache s'il doit aller vers le haut, la droite, etc. Plus le tunnel s'éloignait de la terre ferme, plus les conditions de travail devenaient difficiles. L'ingénieur projet Jan Fujman se souvient. Tous ceux qui partaient travailler devaient parcourir 22 km dans un train bondé avant d'arriver sur leur lieu de travail. À la fin du chantier, les trains des foreurs avaient parcouru assez de kilomètres pour faire 4 allers-retours de la Terre à la Lune. Quand on est aussi profondément sous terre, il est extrêmement difficile de renouveler l'air. Un énorme système de ventilation pompait l'air vers l'entrée du tunnel, mais le risque d'intoxication était réel. Plus vous avancez, plus il fait chaud, moins vous avez d'air. On avait des respirateurs avec nous. En cas d'accident, ça nous aurait suffi pour respirer. Mais l'ingénieur en chef Gordon Crichton et Laurent Leblond, les 2 hommes en première ligne, commençaient à souffler. On était dans les temps et la craie bleue résistait.
Mais ce qui arriva n'était pas prévu. Mars 1988. La galerie de service, côté anglais. Tout à coup, la chose que tout foreur sous-marin redoute le plus. De l'eau. Des milliers de litres d'eau s'introduisent dans le tunnel. Le travail cesse. C'était la panique. Il faut arrêter tout de suite, parce qu'on ne sait pas exactement ce qui nous attend. Gordon Creighton doit agir vite pour découvrir d'où vient l'eau. Est-ce juste une poche d'eau douce? Ou est-ce la mer qui a franchi la couche rocheuse? Il goûte l'eau. Elle est salée. On savait qu'il y avait une brèche qui menait directement à la Manche. C'était grave. La nouvelle est désastreuse. Ce qui entre dans le tunnel est de l'eau de mer. Les hommes savent qu'au-dessus de leur tête, il y en a 3000 milliards de tonnes. La pression sur le lit de la mer, 50 mètres au-dessus, est telle qu'elle écraserait une voiture comme si c'était une canette de bière. Par endroits, l'eau jaillit avec la force d'un tuyau d'incendie à un débit de 300 litres d'eau la minute. Soudain, une fissure apparaît dans le toit du tunnel. Des débris rocheux commencent à tomber. L'eau se déverse par les fissures et des morceaux de toit commencent à se détacher. Les Anglais sont peut-être au bord du désastre. Si les fissures s'élargissent, elles pourraient laisser passer assez d'eau pour affaiblir le tunnel. Elles pourraient même entraîner ce que les foreurs redoutent le plus, l'effondrement. L'ingénieur en chef Creighton doit trouver un moyen de colmater les fuites où il court à la catastrophe. Mais comment est-ce possible? Une étude qui a duré 18 mois a désigné un sédiment, la craie bleue, comme étant imperméable. Mais les géologues font rapidement remarquer qu'une étude basée sur des ondes sonores peut identifier la trajectoire d'une couche rocheuse, mais pas en dégager toutes les caractéristiques. Il apparaît que la strate rocheuse dans laquelle s'enfonce le tunnel est fracturée. Elle est criblée de failles et de fissures. Les géologues n'avaient pas prévu ça. Dans le tunnel britannique, l'ingénieur Creighton écarte le danger. Les hommes colmatent les fuites et les voussoirs en béton sont remplacés par des modèles identiques en fonte. La crise est surmontée pour le moment. Les tigres du tunnel peuvent se remettre à creuser. Mais la roche fracturée s'étendait sur des kilomètres et l'atmosphère était tendue. À chaque fois qu'on coupait un morceau, on espérait que c'était de la bonne terre. Mais le travail est ralenti par les courts-circuits provoqués par les fuites. L'aiguille tourne. Chaque jour de plus se paie et le coût supplémentaire se chiffre déjà en plusieurs dizaines de millions. Pendant ce temps-là, du côté français, on avait également touché l'eau. Il y a eu un moment, là, on a eu beaucoup de failles d'arrivée d'eau. Là, le travail était dur. On posait pas beaucoup d'eau et le travail était dur. Mais les Français savaient que de leur côté, la roche était fracturée. La configuration du sol permettait une analyse plus facile. Nous savions dès le départ du projet, et compte tenu des recherches géologiques, des analyses, que la géologie était plus compliquée côté français que côté anglais. Donc nous avions pris des dispositions pour ne pas être gênés par l'eau. La décision française d'utiliser des tunneliers imperméables finit par payer. Plus lents que les tunneliers anglais jusqu'à maintenant, les Français prenaient de l'avance. Nous avons décidé de choisir des tunneliers totalement étanches, capables de résister aux pressions d'eau maximum que nous allions rencontrer, pour
pouvoir s'affranchir autant que possible des problèmes d'eau. De leur côté, les Anglais se débattaient entre les fuites et les éboulis et priaient pour que la terre devienne meilleure. Les ouvriers fixèrent une sorte de plaque métallique à leur TBM et poursuivirent le travail. Janvier 1989. Après 9 mois d'efforts, l'équipe britannique retrouve enfin de la terre plus sèche. 13 ans en retard, elle fait tout son possible pour rattraper le temps perdu. Tout le monde faisait beaucoup d'heures. Il fallait terminer à temps. Il fallait respecter le cahier des charges. Enfin, les Tigres retrouvaient le sourire. La terre était meilleure, tout rentrait dans l'ordre, on reprenait le dessus. Les foreurs britanniques se remirent dans la course avec acharnement. Il nous est arrivé plusieurs fois de creuser 400 mètres en une semaine, mais je pense qu'on aurait pu atteindre les 500 mètres. Mais un autre problème surgit. À cause de la progression rapide des Britanniques, on commença à manquer de dalles. Plus de dalles signifiait l'arrêt du forage, avec à la clé plusieurs millions d'euros perdus. Janvier 1990. Les équipes françaises et britanniques creusaient depuis 2 ans le plus long tunnel jamais conçu. La compétition était acharnée. Si tout se passait bien, les 2 parties du tunnel devaient se rejoindre à mi-chemin à environ 18 km de la côte, sous la Manche. Côté anglais, inondations et chutes de pierres avaient failli conduire au désastre et avaient retardé leur progression de plusieurs semaines. Mais ils rattrapaient le temps perdu et la course avait repris avec encore plus d'ardeur. Mais tout ne dépendait pas de la rapidité à creuser. Sur la terre ferme, une opération de grande envergure était en place pour approvisionner le tunnel en matériel vital. L'ingrédient le plus important était le béton. Une dalle pèse le poids d'une camionnette. Les Français et les Britanniques en avaient besoin d'environ 750 000 pour former le tunnel. En Angleterre, des trains transportant 4500 tonnes de dalles, assez pour construire une centaine de maisons standards, faisaient des allers-retours à vive allure entre le tunnel et la côte. Mais l'équipe britannique allait devoir affronter un nouveau problème. La côte française, plate, permettait de stocker les dalles près de l'entrée du tunnel. Mais côté anglais, des falaises de 50 mètres de haut empêchaient de stocker une grande quantité de matériel. Et plus ils allaient vite, plus l'espace de stockage se réduisait. S'il se réduisait à néant, l'approvisionnement ralentirait, mettrait en péril la progression du forage et le coût supplémentaire serait incalculable. Les TBM anglais engloutissaient la roche, mais si les voussoirs venaient à manquer, les machines seraient contraintes de s'arrêter. Heureusement, quelqu'un eut une idée de génie. Chaque jour, les tunneliers produisaient 36 000 tonnes de débris rocheux appelés déblais. Pourquoi ne pas les utiliser pour régler le problème de stockage? Les déblais pouvaient être déversés afin d'élargir la côte britannique et d'offrir un nouvel espace. Le projet était audacieux. 17 millions de tonnes de déblais, assez pour remplir plus de 2000 piscines olympiques, furent répandues dans la mer. Cela réglait le problème de stockage. L'Angleterre s'agrandit de 36 hectares, soit l'équivalent de 68 terrains de football. Sous terre, l'instant de vérité était imminent, alors que les foreurs français et anglais se rapprochaient de plus en plus du point de jonction. Les foreurs étaient absorbés par leur course contre la montre. Les ingénieurs avaient d'autres soucis.
Au bout de 3 ans et 37 km de percement du tunnel, les deux moitiés allaient-elles vraiment se retrouver à mi-chemin? Cela faisait des mois qu'ils étaient sur le fil du rasoir. Ils étaient à bout de nerfs. La tension était effectivement très forte parce que tout le monde a eu des doutes et malgré tous les contrôles de topographie que nous avions fait, les meilleurs topographes du projet restaient extrêmement soucieux et préoccupés de la réussite. Il y avait de quoi avoir peur. La 3D et le GPS n'avaient pas encore été inventés. Et le calcul du point de raccordement exact s'était basé sur la bonne vieille topographie. Le géomètre en chef, Eric Radcliffe, savait que la marge d'erreur du point de jonction n'était que de 2,5 mètres. Un petit peu plus aurait mis tout le projet en danger, sans parler de sa carrière. On avait eu l'aide des meilleurs géomètres et des meilleures techniques du moment. Mais tant que la jonction n'est pas faite, on ne peut pas vraiment savoir si les données sont exactes ou non. On a eu des sueurs froides. 1er décembre 1990. Cela fait 3 ans que le percement du tunnel a commencé. On a dépassé le budget initial de plusieurs milliards d'euros. C'est le jour J de la rencontre des deux tunnels. Bientôt minuit, l'émotion est à son comble. C'est vraiment un moment très fort du projet. Les Anglais atteignent ce qu'ils pensent être le point de rendez-vous les premiers. Mais les Français sont-ils dans les parages? Une perceuse traverse la roche, de l'air frais s'y engouffre, de l'air de France. Les ouvriers français et anglais se démènent pour percer les derniers centimètres de roche qui a séparé les deux nations depuis l'ère glaciaire. Puis, l'instant tant attendu. Ils ont traversé. Ça y est, ils ont réussi. Et c'est le foreur anglais Graham Fagg qui fera le premier pas en territoire français et qui entrera dans les livres d'histoire. Je suis le héros du jour, mais je ne suis qu'un parmi tant d'autres. Voir Graham percer le dernier trou, passer sa tête, puis disparaître en France pour la première fois, c'est extraordinaire. Pour la première fois depuis 13 000 ans, la Grande-Bretagne était à nouveau reliée au continent européen. Et les géomètres tenaient leur victoire. Non seulement les deux tunnels se rejoignirent, mais le point de jonction ne dévia que de 35 petits centimètres par rapport aux estimations, soit la largeur d'un écran de télévision. Personne n'avait jamais fait ça, plus de 38 km de tunnel. Pour un géomètre, c'est un exploit qui n'arrive qu'une fois. Et les tigres du tunnel se délectaient de leur réussite. C'est formidable. On était à un peu plus de la moitié, donc on peut dire qu'on a battu les Français. Donc les Britanniques ont gagné la course contre la montre. Mais si les Français étaient arrivés les premiers au point de rendez-vous, il aurait fallu attendre que les Anglais les rattrapent. Voilà pourquoi, une fois leur tâche accomplie, les TBM ne valaient plus rien. Mais deux d'entre eux étaient coincés face à face dans les entrailles d'un monstre. Un des deux devait disparaître. Mais que faire d'un tunnelier de plus de 1000 tonnes dont la date limite d'utilisation est dépassée? L'enterrer. Il avait été décidé que le TBM britannique plongerait sous le TBM français pour être enterré à jamais 100 mètres sous la Manche. Les hommes faisaient leurs adieux à la machine après 3 ans de bons et loyaux services. C'était un moment poignant pour les tigres. Voir la machine enterrée, ça nous a fait mal au cœur. Le TBM français fut remorqué en Angleterre et détruit. Voilà pourquoi les Anglais sont arrivés les premiers. Mais c'est un véhicule français qui a fait la première traversée du tunnel.
Les mois qui suivirent, les 4 autres tunnels principaux se rejoignirent avec succès. Les tunneliers creusèrent des centaines de rameaux de communication, presque tous les 100 mètres. Ils percèrent les conduits d'aération et enfin, ils terminèrent les traversées jonctions. Juin 1991. Le tunnel sous la Manche était enfin terminé. Le plus important, c'est que quand on est là, on voit à travers. Pour les Français aussi, le moment est gravé dans les mémoires. C'est un moment historique, hein. Il y a eu Napoléon qui a commencé le tunnel, il n'est pas arrivé au bout. Et nous, on arrive au bout quand même, on en voit le bout. Puis c'est l'Europe, hein. Le temps était aux réjouissances, mais quelques-uns étaient mécontents. Les commanditaires. Les Français et les Anglais avaient peut-être creusé le tunnel sous-marin le plus long du monde, mais à cause des retards, le budget était passé de 1,9 milliard à plus de 3 milliards d'euros. Et la construction du réseau de transport international empruntant le tunnel venait tout juste de commencer. Les foreurs rentrèrent chez eux et une nouvelle armée de travailleurs prit la relève. Ils devaient construire 2 immenses terminaux de chaque côté de la Manche, poser 195 km de rails. Et pour évacuer la chaleur dégagée par les trains à grande vitesse, installer un système de refroidissement gigantesque, l'équivalent de 250 000 réfrigérateurs. Il fallait également construire de nouveaux trains pour le transport des voitures, des camions et des personnes à travers le tunnel. Mais si les investisseurs avaient espéré que la phase 2 du projet serait terminée dans les temps et ne dépasserait pas le budget, ils allaient être déçus. Deux ans plus tard, les prolongations avaient salé la note de manière significative. Les terminaux, les rails, les trains, tout cela faisait exploser le budget. 6 mai 1994, la reine d'Angleterre et le président François Mitterrand inaugurent le tunnel avec 1 an de retard. Retard et intérêts compris, le coût total avait atteint rien de moins que 15 milliards d'euros. Assez pour lancer 33 navettes spatiales. Financial institutions of many countries collaborated to finance this, the biggest privately funded construction project ever undertaken. Mais les affaires ne marchaient pas fort. Au début, les trains du tunnel ne pouvaient transporter que des camions. Il a fallu attendre 6 mois pour que des voitures et des passagers puissent emprunter le tunnel. Une traversée transmanche en ferry dure 1h15. Par le tunnel, le trajet est ramené à 35 minutes. Mais la mayonnaise ne prend pas. Certains disaient que les gens avaient peur qu'une catastrophe ne se produise sous terre. Les taux d'intérêt élevés et la concurrence massive des ferries et des avions augmentent considérablement les dettes du groupe Eurotunnel. Et alors que la situation est déjà on ne peut plus grave, ce que l'on redoutait le plus se produit. 1996. Le tunnel est opérationnel depuis 2 ans, mais il n'attire pas les foules. Et il va connaître son heure la plus sombre. 18 novembre. Sangatte, côté français du tunnel sous la Manche. Il est 21h48. Le train de marchandises numéro 7539 approche du tunnel, direction l'Angleterre. À son bord, une cargaison mortelle. Un camion a pris feu et rejette de la fumée et des flammes. Les cheminots travaillant sur les rails avaient repéré l'incendie et l'avaient aussitôt signalé. Mais le train était déjà à plusieurs kilomètres sous la mer. Un des 31 passagers à bord est le routier britannique Brian Chilton. Tout à coup, on a vu cette fumée noire monter du plancher du wagon. Les routiers voyagent dans un wagon réservé aux passagers derrière le camion en feu. Le feu a pris 400 mètres devant
mais il se rapproche. Bill Welch de la brigade des sapeurs-pompiers du Kent se retrouvera nez à nez avec l'incendie plus tard ce soir-là. Il s'agissait d'un incendie d'une violence extrême. C'était comme si on pénétrait dans un fourneau. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer. Le premier souci de Welch, sauver les passagers. Il n'y a pas d'issue. C'est pas comme dans une maison. Il n'y a ni porte ni fenêtre. Dans un tunnel, vous ne pouvez compter que sur la personne qui vient vous secourir. À 21h51, le centre de contrôle des incendies dit au conducteur du train de continuer à avancer. La vitesse réduit les flammes et le train n'est qu'à 15 minutes de la sortie côté anglais. L'expert en incendie Ed Como aidera plus tard les enquêteurs français et britanniques à trier les débris calcinés du train. La procédure standard est de laisser le train continuer et émerger de l'autre côté, où les pompiers pourront intervenir et éteindre le feu. Le train prend de la vitesse sous le tunnel. Il fonce vers la côte anglaise. À 21h57, la crise prend une tournure tragique. Un voyant lumineux indique au conducteur qu'un wagon de marchandises se détache. Le train doit s'arrêter ou il risque de dérailler. Quand le train s'arrête, l'incendie reprend de la vigueur et brûle le système d'alimentation électrique du train. Tout s'est éteint. On avait l'impression d'être en enfer. 3 minutes après la coupure de courant, de la fumée noire toxique envahit le train. On était étendus par terre. On toussait. 2 ou 3 routiers ont commencé à vomir. Le train est enfoncé de 19 km dans le tunnel, mais les secours ne sont qu'à quelques mètres de là, dans la galerie de service. Pour l'atteindre, les passagers doivent trouver l'accès à l'un des rameaux de communication, le long du mur du tunnel. Mais la fumée est trop épaisse pour voir les portes d'accès. Le conducteur du train et les passagers ne voyaient pas où se trouvait la porte. Ils ne distinguaient pas les signaux lumineux, donc ils étaient coincés. Ils attendaient que quelqu'un leur ouvre et leur vienne en aide. 22h02. Grâce au détecteur d'incendie, les contrôleurs identifient un foyer de chaleur dans le tunnel principal. Et ils pensent qu'il s'agit du train. Ils ouvrent la porte du plus proche rameau de communication. Puis les contrôleurs indiquent aux pompiers français d'emprunter la galerie de service jusqu'au rameau de communication numéro 4101. Ils pensent que c'est celui qui est le plus proche du wagon où sont les passagers. Il leur faut 15 minutes pour l'atteindre. Et pour les passagers en danger, le temps presse. Dans le tunnel, les camions commencent à exploser. Les pneus des camions explosaient. Le train lui-même se balançait d'un côté et de l'autre. Tout ça alors qu'on était allongé par terre. La température augmente. Elle atteindra au maximum 1000 degrés centigrades. Il faisait si chaud que les roues en acier du train se soudent au rail et que le revêtement en béton du tunnel devient dangereusement instable. L'humidité augmente à l'intérieur du béton et il éclate avec une force incroyable, comme le ferait, j'imagine, un obus pendant la guerre. 22h20. Les pompiers arrivent à la porte du rameau de communication numéro 4101. Mais à leur grande stupéfaction, il n'y a pas de train. Ce n'était pas la bonne porte. Les chances de sauver les passagers s'amoindrissent. Le feu fait rage dans un train à l'arrêt, à 19 km à l'intérieur du tunnel. Respirant une fumée épaisse, 31 passagers attendent les secours. Les flammes ne sont plus qu'à 200 mètres et elles se rapprochent. Mais les pompiers sont partis les chercher au mauvais endroit. À bord du train, le conducteur repère une bulle d'air frais à travers la fumée. Il doit y avoir une issue de secours pas loin. C'est leur seule chance. Les passagers doivent quitter le wagon et s'engouffrer dans l'enfer.
On voyait les flammes courir le long du train. Les véhicules, les pneus et les réservoirs explosaient. Quelques minutes de plus et on était morts. Nous tous. Pendant 7 minutes, les passagers errent aveuglément à travers la fumée âcre. Les yeux irrités et les poumons prêts à éclater. Ils finissent par atteindre la porte du rameau de communication. À 22h24, les passagers trouvent enfin les pompiers. Cela fait 40 minutes que l'incendie a été signalé. On a vraiment eu beaucoup de chance cette nuit-là, d'être encore en vie aujourd'hui. Aucune victime n'est à déplorer. Mais ce fut une sinistre piqûre de rappel quant aux risques encourus dans des situations d'urgence si loin sous terre. Un ou deux d'entre eux étaient sur le point de s'évanouir. Pendant 20 minutes, ils ont dû respirer de la fumée âcre. On a eu de la chance de ne pas perdre de vie. Mais le système a fonctionné. Après l'incendie, on passe en revue les procédures de secours. Les détecteurs d'incendie sont améliorés. Les signaux lumineux sont plus visibles. Et on promet de réduire le temps de réaction des pompiers. Le tunnel est réparé. Il rouvre 2 semaines après. Mais son image en prend un sacré coup. « 1999. La dernière année du siècle. La dernière année du millénaire. Enfin, une bonne année pour le tunnel sous la Manche. Cette année-là, plus de 5 millions de voitures et de camions empruntent la navette ferroviaire, le shuttle, entre les côtes françaises et anglaises. Et près de 7 millions de passagers sans véhicule empruntent l'Eurostar, qui relie Paris, Londres et Bruxelles. Le contrôleur ferroviaire Andy Debuse fait en sorte que tous ces trains et tous ces passagers voyagent sans encombre et en toute sécurité. En face de nous se trouvent les tableaux de contrôle les plus grands du monde. On a les quais anglais sur la gauche, le tunnel au centre et les quais français sur la droite. On peut voir les trains qui se déplacent avec leur numéro de mission. Selon le numéro qui leur est attribué, ça peut être une navette poids lourd, une navette autocar, une navette véhicule de tourisme. Aux heures de pointe, un balai interminable de camions et de voitures envahit les terminaux, à un rythme orchestré par des contrôleurs, tels que Aileen Walters. Au moment de l'enregistrement, on attribue une lettre à tous les véhicules selon leur ordre de départ et quand ils arrivent sur les plateformes d'accès, ils sont répartis dans cet ordre-là, pour que personne ne soit oublié. Les jours chargés, il y a beaucoup de bruit, beaucoup d'agitation. Au bout de 10 ans, plus de 150 millions de personnes ont emprunté le tunnel sous la Manche. Maintenant, la Grande-Bretagne et la France sont encore plus près l'une de l'autre avec la mise en service partielle de la nouvelle ligne à grande vitesse entre Londres et l'entrée du tunnel. Les trains lancés à 300 km/h achemineront les passagers de Paris à Londres en seulement 2h15, soit 2 fois plus vite qu'avant l'existence du tunnel. Pour l'instant, la nouvelle ligne n'a pas engendré de dépassement de budget et n'a pas pris de retard. Elle complétera un vaste projet de transport pan-européen. Le tunnel sous la Manche est au cœur même de ce projet. « 11 hommes ont perdu la vie lors de la construction du tunnel sous la Manche. Pour l'ingénieur en chef Gordon Crichton, le tunnel est une sorte de testament éternel en leur honneur et en l'honneur de tous ceux qui l'ont construit. On était fiers de travailler pour le tunnel. Et je pense que c'est ce qui a permis d'en venir à bout. Pour l'homologue français de Crichton, Laurent Leblond, le tunnel reste l'une de ses plus grandes réalisations. Personnellement, un grand souvenir, quoi, et l'expérience de ma vie, sans aucun doute. Un tunnel sous-marin qui unirait 2 nations aux relations si ambiguës pouvait paraître farfelu. Mais le tunnel sous la Manche a convaincu les sceptiques, s'est débattu avec une montagne de dettes et a surmonté des inondations et un incendie.
Il est devenu l'une des merveilles du génie civil du monde moderne. Et il a changé la face de l'Europe pour toujours.